Écoutez bien, mesdames et messieurs, ce que je vais vous dire. Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose que la plupart des gens ne connaissent même pas. Derrière les grandes légendes du crime organisé, il y a bien plus que des histoires de pouvoir, de violence et de trahison. Il y a aussi la loyauté. Mais pas celle qu'on vous raconte d'habitude. Je vous parle d'une époque où les gangsters n'étaient pas seulement des têtes de la pègre, des cerveaux impitoyables du crime. Non. Ces hommes, comme Al Capone, Mickey Cohen et d'autres, avaient un compagnon fidèle qui partageait leur vie de gangster. Pas un associé, mais un chien. Un compagnon loyal, toujours là pour eux, même dans les moments les plus sombres. Et croyez-moi, ce n'est pas ce qu'on vous montre dans les films. Aujourd'hui, vous avez la chance de découvrir l'histoire cachée de ces légendes du crime et de leurs compagnons à quatre pattes. Vous allez comprendre pourquoi ces gangsters, même les plus impitoyables, avaient besoin de cette fidélité inébranlable, celle qu'un homme ne pourrait jamais offrir. Alors, si vous voulez savoir pourquoi la loyauté canine était aussi importante pour ces figures emblématiques, restez bien avec nous. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez en savoir plus sur l'univers des gangsters que vous n'auriez jamais cru possible. Cliquez, suivez, et découvrez cette histoire que peu connaissent. Vous ne le regretterez pas. Alors, vous vous demandez probablement, pourquoi un gangster, avec toute sa puissance, aurait-il besoin d'un chien? Ce n'est pas juste une question de compagnie. Non. Ces animaux représentaient quelque chose de beaucoup plus profond. Dans un monde où la trahison rôde à chaque coin de rue, un chien était le symbole de la loyauté pure, celle qu'on ne peut pas acheter. Un gangster, aussi puissant soit-il, sait que la loyauté est la seule chose sur laquelle il peut vraiment compter. Prenez Mickey Cohen, par exemple. Le roi du crime à Los Angeles. Un homme à l'image froide et implacable. Mais quand il rentrait chez lui après une journée de transactions secrètes et de coups bas, il n'était pas seul. Non, il avait son fidèle bulldog à ses côtés. Ce chien n'était pas là pour faire joli, il était là pour protéger son maître. Un complice silencieux dans une ville où tout pouvait basculer en une fraction de seconde. Cohen savait qu'à côté de lui, il avait une créature qui ne le trahirait jamais, pas même pour $1 million. Et ce n'est pas tout. D'autres grands noms du crime, comme Vito Genovese et Bugsy Siegel, avaient eux aussi leurs compagnons à quatre pattes. Loyalty, protection, confiance, tout ça se résume à un seul mot, le chien. Il savait que dans ce monde où personne ne vous fait de cadeaux, avoir un chien fidèle, c'était comme avoir une assurance de loyauté qu'un homme ne pouvait jamais vous offrir. Bien, continuons sur ce chemin, mais cette fois, avec la discrétion et la complexité de l'homme derrière le nom. Vous voyez, chaque personnage de la mafia n'est pas seulement défini par ses actes violents ou ses manœuvres de pouvoir, mais parfois par ce qui se cache dans l'ombre, là où la loyauté et la discrétion, tout comme ses compagnons à quatre pattes, peuvent définir la véritable nature d'un homme. Ainsi, plongeons dans le cas de Vito Genovese, un homme à la réputation taciturne et mystérieuse, mais qui, derrière ses gestes calculés et son pouvoir sans faille, entretenait une relation surprenante avec ses animaux, en particulier ses chiens. Vito Genovese, ce nom qui fait écho dans les couloirs de la mafia new-yorkaise, provient des bas quartiers de Naples. Né en 1897 en Italie, il a débarqué aux États-Unis au début des années 1910, comme beaucoup d'immigrants, dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais la réalité de l'Amérique ne l'a pas séduit pour ses rêves d'opportunité, mais plutôt pour ses portes secrètes, celles où le crime pouvait ouvrir des horizons. Dès le début, Genovese n'était pas un homme de discours. C'était un homme d'action, un acteur clé dans la famille Genovese, une des 5 familles de New York. Il a grimpé les échelons avec une discrétion presque mythique, opérant dans l'ombre, hors des radars de la police, là où la loyauté et la violence se mêlaient sans merci. Il faut bien comprendre que Vito Genovese, contrairement à d'autres figures plus flamboyantes comme John Gotti ou Lucky Luciano, n'était pas l'homme à faire éclater de grandes scènes publiques. Il préférait l'ombre et la stratégie. Peu de gens savaient comment il pensait, mais tous savaient qu'il fallait le respecter, ou mieux encore, le craindre. Dans un univers où l'apparence était parfois une façade, lui, c'était le calme avant la tempête. Une tempête qu'il savait contrôler avec une main de fer et une approche machiavélique, il faut le dire. Mais, dans le domaine privé de son cercle, il y avait une autre histoire, plus intime. Ce qui est fascinant dans le cas de Genovese, c'est que malgré sa réputation de sourire froid et de calculateur impitoyable,
il n'était pas un homme dénué de sentiments. La majorité des sources sur lui sont des témoignages, souvent indirects, mais tous s'accordent à dire qu'il avait un amour particulier pour ses animaux, notamment ses chiens. Des chiens qu'il traitait avec un respect et une affection dignes de ses plus proches alliés humains. On raconte qu'il possédait un collie et un rottweiler, deux races emblématiques de loyauté et de vigilance, et ses compagnons n'étaient pas de simples animaux pour lui, mais bien des partenaires dans son existence mouvementée. Le collie, avec son regard sage et sa noblesse tranquille, incarnait la loyauté que Genovese attendait de ses hommes. Il savait que la loyauté dans ce milieu pouvait être aussi fragile qu'une promesse dans la fumée d'un cigare, mais ses chiens, eux, étaient des symboles de ce qu'il espérait dans son propre empire, une fidélité sans faille. Quant au Rottweiler, chien de garde par excellence, il représentait la vigilance, la protection. Cela n'a pas échappé à ceux qui l'ont côtoyé. Ces chiens étaient comme des gardiens silencieux de son monde, tout comme ses hommes de main, mais sans la nécessité de manœuvre ou de menace. La simple présence de ces bêtes imposait un respect silencieux, tout comme le regard de Genovese dans un casino ou lors d'une rencontre avec ses lieutenants. Le contraste était là, saisissant et frappant. Un homme d'affaires impitoyable entouré de créatures qui, elles aussi, protégeaient son territoire. C'était cette dualité qui rendait Genovese unique dans le monde de la mafia. Il n'avait pas besoin de crier pour que l'on sache qui il était. Sa réputation était bâtie sur son habileté à maintenir un équilibre entre la brutalité et l'affection, entre l'ombre et la lumière. Ces chiens n'étaient pas simplement des animaux de compagnie, ils étaient un reflet de ce qu'il était. Au-delà des affaires louches et des intrigues criminelles, Genovese avait compris que la loyauté n'était pas simplement un contrat humain, mais aussi un engagement envers ceux qui vous entourent, que ce soit des hommes ou des animaux. Ce lien, subtilement tissé entre un gangster froid et ses chiens, est révélateur de la manière dont Genovese percevait le monde. Les animaux, en particulier les chiens, étaient pour lui des symboles vivants de la fidélité et de la protection. Et bien qu'il ait mené une vie marquée par des meurtres, des complots et des trahisons, les moments passés avec ces animaux étaient un des rares refuges où il pouvait laisser tomber sa carapace de dureté. C'était un monde privé, un espace de paix dans un océan de guerre. En conclusion, ce n'est pas tant le fait que Vito Genovese aimait ses chiens qui est fascinant, mais ce que cette affection révèle de lui. Un homme qui, sous son masque de machiavélisme, entretenait une relation sincère avec ses animaux, tout comme il entretenait des liens parfois complexes et profonds avec ses associés. Les chiens n'étaient pas là par hasard, ils incarnaient des valeurs essentielles pour lui, loyauté, protection, et une fidélité inébranlable. Un hommage silencieux à la manière dont il voyait le monde dur, exigeant, mais, dans l'intimité, aussi loyal que les bêtes qu'il chérissait. Et, dans ce contexte, il n'est pas surprenant que Genovese ait su se faire respecter tout en gardant son côté humain, une partie de lui que peu ont pu observer. Discrétion et affection animale, Johnny Torrio, mentor de Capone, homme d'ordre et de silence à mesure que l'on s'enfonce dans l'univers de la pègre américaine, une constante surprenante se dégage. Plus les figures sont discrètes, plus leur attachement à leur chien semble intime, presque sacré. Et s'il est un homme qui incarne la prudence, la stratégie et l'autorité tranquille dans l'histoire du crime organisé, c'est bien Johnny Torrio. De son vrai nom Giovanni Torrio, il voit le jour en 1882 à Irsina, dans la région de la Basilicate, au sud de l'Italie. Encore enfant, il quitte le sol italien avec sa mère pour s'installer à New York. Là, dans les rues de Brooklyn, il apprend rapidement que l'ordre ne s'impose pas par le vacarme, mais par l'intelligence. Très jeune, il gravite dans les cercles criminels tout en gardant une ligne de conduite. Éviter les projecteurs, penser à long terme, et surtout, ne jamais laisser paraître la moindre faille. Torrio commence à faire parler de lui dans les années 1910, en dirigeant des groupes de jeux illégaux et de rackets sous l'aile de Paul Kelly, à la tête des Five Point Gang. C'est aussi dans ces années qu'il se fait remarquer pour sa capacité à calmer les tensions, préférant la négociation au bain de sang. En 1909, il est appelé à Chicago par son oncle par alliance, Big Jim Colosimo, pour l'aider à gérer son empire de maisons closes. Lorsque Colosimo est abattu en 1920, le crime pour lequel Al Capone, le protégé de Torrio, sera longtemps soupçonné sans jamais être inculpé. Torrio prend les rênes de l'organisation. C'est lui qui pose les fondations de ce qui deviendra l'Empire Capone. Mais derrière ce stratège impitoyable, un homme d'affaires froid qui comprenait les lois de l'alcool durant la prohibition mieux que quiconque,
il y avait aussi une part d'humanité rare dans cet univers. Plusieurs témoignages d'époque, notamment de voisins et d'anciens gardes du corps, évoquent un aspect peu connu de Torio, sa relation avec ses chiens. À l'abri des regards, dans ses résidences privées, il s'entourait de compagnons à quatre pattes qu'il traitait avec un respect presque cérémonial. Des bergers allemands, selon certaines sources, mais aussi un labrador brun qu'il aurait gardé jusqu'à la fin de sa vie. À l'image de l'homme, ces chiens n'étaient ni exubérants ni décoratifs. Ils veillaient. Ils écoutaient. Ils gardaient le silence. Dans un monde où la trahison pouvait surgir à chaque coin de table, la loyauté d'un chien n'avait pas de prix. Torio l'avait compris. Ce n'est donc pas un hasard si ces chiens avaient toujours leur place dans ses résidences, parfois même dans ses réunions privées. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leur regard suffisait. Après avoir survécu à une tentative d'assassinat en 1925, qu'il attribua à la guerre de territoire entre gangs rivaux, Johnny Torio décide de prendre sa retraite, cédant le pouvoir à Capone. Il quitte Chicago pour l'Europe, puis revient s'installer discrètement à New York. Même dans sa retraite, il reste une légende vivante, souvent consulté pour arbitrer les grandes décisions de la mafia. Il mourra en 1957, loin du fracas, d'une crise cardiaque, fidèle à son image. Celle d'un homme qui a construit un empire dans l'ombre, avec l'intelligence du serpent et la fidélité d'un chien. Le flair, le feu et les chiens. Bugsy Siegel, l'homme qui parlait aux bêtes dans l'ombre des crimes et des jeux de pouvoir, il y a parfois des silences qui en disent plus long que les cris. Et chez certains hommes du milieu, ce silence est partagé avec un être qui ne pose jamais de questions, mais qui vous regarde droit dans l'âme, le chien. Dans le cas de Bugsy Siegel, ce n'est pas un simple détail. C'est une clé. Une fracture intime dans la carapace d'un tueur à sang-froid. Benjamin Bugsy Siegel naît à Brooklyn, en 1906, dans une famille juive modeste ayant fui les pogroms d'Europe de l'Est. Très tôt, il comprend que pour ne pas être une proie, il faut devenir prédateur. Il fonde avec Meyer Lansky ce qu'on appellera plus tard le National Crime Syndicate. Pas un gang de ruelles, non. An organization. Structurée. Froide. Redoutable. Bugsy est le bras armé. Charismatique, violent, imprévisible. Capable d'un sourire charmant, puis d'un regard qui glace une pièce entière. Mais derrière les flashs des journaux, derrière le jeu, le sang et les contrats, il y avait une scène qu'on ne montre jamais. Celle d'un homme qui rentre chez lui et s'agenouille auprès de ses chiens. Pas pour jouer. Pour respirer. Siegel possédait plusieurs animaux de compagnie, dont un caniche et un golden retriever, soigneusement entretenus, choyés, traités avec un soin presque paternel. Dans son domaine de Beverly Hills, on le voyait souvent marcher seul, en silence, les chiens trottant à ses côtés, comme une garde rapprochée dont il était le seul à comprendre le langage. Pourquoi un homme comme lui impulsif, manipulateur, calculateur trouvait-il la paix auprès de ses animaux? Certains de ses proches diront que les chiens étaient les seules créatures qui ne le jugeaient pas, qui ne le trahiraient jamais. Il n'avait pas à se méfier d'eux, ni à négocier. C'était un pacte muet, je te protège, tu me restes fidèle. Une formule qu'il aurait aimé appliquer aux hommes, mais qui ne valait que pour les bêtes. Siegel, c'est aussi l'homme du flamingo, le rêve de Las Vegas avant qu'elle ne devienne la ville du vice que l'on connaît. Il en fait un palais au milieu du désert, un mirage de luxe financé par la mafia. Mais le chantier prend du retard, les millions s'envolent, les associés s'impatientent. En 1947, il est abattu d'une balle en pleine tête à Beverly Hills, alors qu'il lisait tranquillement sur un canapé. Ses chiens étaient dans la pièce d'à accent grave côté. Aucun d'eux n'a aboyé. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont senti que le monde venait de retirer à leur meute son pilier? Nul ne le saura jamais. Mais ceux qui ont pénétré dans la maison ce soir-là ont témoigné de cette scène figée. Le cadavre d'un homme redouté, allongé dans le calme, pendant que deux chiens immobiles veillaient. Pas un cri, pas un gémissement. Juste l'attente, et le vide. Le gangster, l'assassin, l'homme d'affaires. Il avait disparu. Il ne restait plus que Bugsy, l'homme que ses chiens reconnaissaient encore. Et si, au fond, les chiens avaient été les seuls témoins sincères de ces vies brûlées par le pouvoir, la peur et le sang? Ces hommes vivaient dans un monde où chaque regard pouvait être un piège, chaque poignée de main un contrat tacite avec la mort. Et pourtant, dans le silence d'une chambre,
dans l'ombre d'un bureau, dans le calme d'un jardin désert, un chien était là. Immobile. Loyal. Inattaquable. Les gangsters les plus redoutés de l'histoire avaient tous un point commun que l'on n'évoque presque jamais. Ils avaient besoin de leur chien comme d'un dernier lien à quelque chose de pur, de vrai, de vivant. Pas pour attendrir le monde, mais pour survivre à leur propre enfer. Car même dans le crime, l'homme reste un homme. Et parfois, il ne se confie qu'à celui qui ne parle jamais. Merci à vous qui nous suivez. Si cette immersion vous a marqué, montrez-le. Mettez un cœur en commentaire pour dire que vous êtes là, vous aussi, fidèles. Comme eux. Et si ce monde caché vous intrigue encore, abonnez-vous, parce que ce n'est que le début. À bientôt dans les recoins sombres de l'histoire. Là où même les chiens se souviennent.